Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et du Sénat qui peuvent être les heureux choisis par le président de la République. C'est notre interrogation. Le Togo est en train, petit à petit, de découvrir les premiers sénateurs de son histoire. Les 41 qui devraient être élus sont déjà élus. Les résultats provisoires ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Il reste maintenant les 20 qui devront être nommés par le président de la République. Alors, qui peut être nommé par le président de la République? Nous allons ensemble essayer de définir le portrait robot des sénateurs qui devront être nommés par le chef de l'État et aussi dans un premier temps voir les aspects peut-être politiques ou sociaux ou je ne sais quoi. Il faudrait qu'ils prennent en compte dans le choix des 20 sénateurs afin de compléter le Sénat du Togo. Nous en parlons avec nos invités et comme vous le savez, pour le premier et le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. D'abord, pour notre premier tour, qui peut être sénateur, qui peut être choisi sénateur au regard de la configuration ou des personnalités qui sont élues comme sénateurs déjà, les 41 on les connaît. Pour cette configuration, qui peut aller se joindre à ce Sénat en matière de profil? La parole est à qui veut la prendre en premier. Alors, je pense qu'il est important d'apporter un certain nombre de clarifications parce qu'en réalité, quand vous prenez les élections sénatoriales qui ont eu lieu tout dernièrement, je pense que la base juridique qui a été prévue, c'est au niveau donc de la Constitution qui est rentrée en vigueur depuis le 6 mai 2024, qui dispose en son article 10 que le Sénat est composé par 2/3 de ses membres de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et par 1/3 de ses membres de personnalités désignées par le président du Conseil. Et l'autre clarification, c'est que quand vous prenez un peu la Constitution, c'est vrai que nous sommes en période transitoire parce qu'il y a l'article 95 qui estime que les institutions de la République prévues par la Constitution sont mises en place dans un délai n'excédant pas donc 12 mois et de façon progressive d'ailleurs. Mais en réalité, quand nous prenons ce qui se passe aujourd'hui sur les compétences ou non du président actuel de pouvoir nommer les 1/3 ou pas, parce que cela part de là en réalité. Est-ce qu'il a les compétences de nommer les 1/3 ou pas? Notre débat n'est pas là, on définit le profil de ceux qui pourront être nommés. Je voudrais apporter des clarifications. Ça fait partie du raisonnement que je voudrais tenir, parce que quand vous prenez aujourd'hui l'article 97 donc de la loi, qui estime que les pouvoirs du président de la République en fonction, au moment de la promulgation de la Constitution, ne viendront à expiration qu'après l'entrée en fonction du président du Conseil et l'élection du président de la République. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons le président de la République, en la personne du président Faure Gnassingbé, qui cumule les prérogatives et les compétences donc du président du Conseil des ministres et puis le président de la République. Pas encore. Je pense qu'on ne va pas aller dans ce débat. Ça, c'est mon raisonnement. C'est mon raisonnement et j'assume cela. Je voudrais poser ces bases-là. Je voudrais poser ces bases-là. Définissez le profil. Non, je voudrais poser ces bases-là. Et ça, je l'assume. Ce sont les arguments que j'avance pour aller au bout de mon argumentaire. En réalité, le président de la République n'est pas libre comme vous le pensez. Le président n'est pas libre de nommer qui il veut. Non. Quand vous prenez déjà en 2003, nous avons une loi organique relative au Sénat. Je pense que cette loi va être révisée pour qu'on ait une loi organique qui prend en compte les conditions dans lesquelles les sénateurs sont nommés, le régime d'incompatibilité, comme on l'a vu par rapport à la loi organique relative donc aux députés. Il y a aussi la loi organique. Et quand vous prenez par exemple la loi organique de 2003, en son article 5 déjà qui disait, parce que moi j'ai lu un peu la loi organique. Il y a la loi du 3 décembre 2024, vous ne l'avez pas lu? La loi organique, donc qui c'est les mêmes dispositions qui sont reprises, notamment les conditions dans lesquelles les 1/3 ou les 2/3 sont élus ou nommés donc au niveau donc du Sénat, qui estime que par exemple le président du Conseil nomme sénateurs les citoyens ayant honoré la nation par de très hauts mérites. Ça veut dire que ça exclut déjà un certain nombre d'acteurs. C'est pas tout le monde qui sera nommé par le président de la République. Ouais, ça, c'est un premier trait du profil. Ceux qui la suite auront honoré la nation par de très hauts mérites. Alors, ça laisse une petite ouverture. Parce qu'en réalité, on ne dit pas forcément que le président doit nommer
les personnalités qui sont issues de son bord politique, donc de son parti politique. Donc ça, il faut que les gens excluent cela de leur pensée. Le président a une certaine ouverture. Il peut nommer les acteurs politiques de son bord politique, donc du parti au pouvoir. Il peut nommer les personnalités issues donc des partis politiques de l'opposition. Il peut nommer les acteurs issus de la société civile, du secteur privé. Je vais vous relancer une dernière fois sur cette question. Pouvez-vous nous définir le profil? Vous avez défini un point du profil, personnalité ayant un certain mérite. Le deuxième profil, c'est ça, je vous dis. Des personnalités qui sont issues des partis politiques, des personnalités qui sont issues du secteur privé, de la société civile et tout ce que vous connaissez. Et donc, des gens qui ont montré véritablement et qui ont honoré le pays à un certain niveau donné. Maintenant, de trois, le président peut prendre en compte les clivages de représentativité. C'est-à-dire que la personne doit être du nord, la personne doit être du sud, la personne doit être la personne doit avoir je sais pas, œuvré au sein d'un gouvernement, au sein d'une institution de la République, au sein d'une organisation internationale. Où la personne est un entrepreneur, est un homme d'affaires et tout cela. Donc tous ces paramètres-là doivent également être pris en compte. Donc quand on regarde à la lumière de tout ce que j'ai cité comme éléments qui peuvent conduire le président de la République à nommer les 20 membres, on peut retrouver facilement un certain nombre de membres du gouvernement actuel au sein du prochain Sénat. On peut retrouver un certain nombre d'acteurs qui ont œuvré au cours de ces 50 dernières années dans la vie politique du pays. Quel peut être le profil aujourd'hui auquel on doit s'attendre dans la nomination des prochains sénateurs par le président de la République? Vous savez, on a le Sénat pour peut-être deux choses. La première chose, pour corriger, c'est une certaine injustice au niveau des collectivités territoriales. Peut-être les élections législatives ont été organisées, peut-être il y a eu un parti qui a bouffé la majorité. Lorsqu'on vient organiser les élections sénatoriales, on le fait par préfecture, ailleurs c'est par département, pour que dans chaque département, que chacun soit représenté. Peut-être il y a des collectivités qui ne sont pas représentées au niveau de l'Assemblée nationale, mais au niveau du Sénat, par exemple, il faut que cette collectivité soit représentée. Donc c'est pour un certain équilibre. Donc le président de la République, en réalité, avant de nommer, doit tenir compte de tout ça. Je pense que Samir Orosama l'a dit tout à l'heure. Il doit tenir compte de cet aspect qui est aussi important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénat, en réalité, corrige cette injustice. Le président ne tient pas véritablement compte de la coloration politique ou de la considération politique. Parce que quand on met trop de considération politique, ça ne peut pas trop marcher. Alors qu'on parle d'un certain équilibre. Et donc, à ce niveau-là, la coloration politique ou la considération politique vient après. Et à ce niveau, donc, on peut nommer n'importe qui. Sans tenir compte du profil. Oui, c'est le profil. Oui, le profil, c'est n'importe qui. Oui, quand je dis n'importe qui, ce sont ces éléments. Par exemple, celui-là qu'on peut nommer, qui peut aider à corriger cet équilibre-là ou ce déséquilibre-là. Celui-là qu'on peut nommer, qui puisse représenter véritablement une collectivité, bien que les élections aient été organisées. Tout ça. Parce que regardez, on dit les 2/3 vont être élus par les collectivités territoriales, c'est ça, non? Et le 1/3, pourquoi on donne ce pouvoir au président? C'est pour venir corriger l'équilibre ou le déséquilibre, c'est tout. Donc le président doit tout faire, il doit tenir compte des sphères territoriales pour pouvoir corriger. Donc le profil, ça dépendra en réalité de la territorialité. Le profil doit dépendre de la territorialité. Ça, c'est obligatoire. L'autre chose aussi, on dit par exemple des gens qui ont servi le pays à un moment donné, une lourde charge. On peut nommer un ancien Premier ministre, on peut nommer, on n'a pas un ancien président, on n'a pas un ancien président, on peut nommer un ancien Premier ministre, on peut nommer un ancien ministre. Vous savez, quand vous êtes ministre, vous n'appartenez pas à un parti, forcément. On peut nommer un ancien ministre, on peut nommer un ancien peut-être député qui peut-être a une certaine expérience législative, mais on doit tenir compte de ce critère de territorialité.
Parce que peut-être on a tout au niveau de la préfecture de Bassa. Il y a une préfecture de Bassa. Peut-être on a tout au niveau de la région de Savanes. La région de Savanes, c'est quelle préfecture? C'est la préfecture de Loti, n'est-ce pas? Mais peut-être on a tout à ce niveau-là. Et quand on va encore ajouter un autre sénateur, alors que peut-être on a un sénateur dans cette zone-là, je pense que ça va être compliqué. Et c'est l'injustice qu'on dénonce souvent qui va encore émerger à ce niveau-là. Donc le président doit tenir compte de cet aspect-là qui est important. En tout, c'est comme des députés, peut-être des députés qui ont eu à servir, peut-être qu'ils vont apporter une certaine expérience. Donc le président n'est pas obligé de venir et de nommer 20 sénateurs qui vont être que de unir. Ça va être un peu plus compliqué. Il doit tenir compte de tous ces critères-là. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Je donne ici au nom le profil robot, ou le portrait robot des prochains sénateurs qui peuvent être nommés par le chef de l'État. Quel profil peuvent ressortir dans les noms qu'il rendra public on ne sait quand, en tout cas pour compléter ce Sénat qui est déjà élu. Oui, Guillaume, vous savez, les Togolais ont assisté le 15 février dernier à l'élection sénatoriale qui a donné l'élection, bien sûr, qui a donné lieu au choix de certaines trentaines, voire 34 sénateurs issus des urnes. Et maintenant, les regards sont désormais tournés vers les doigts et les portes, comment dirais-je, les classeurs du président de la République actuelle, qui sera peut-être très bientôt le président du Conseil des ministres, de choisir les 1/3, voilà, de cette chambre haute. Alors, nous parlons des membres de la grande chambre haute qui est donc le Sénat. Alors, qui doit être celui-là? C'est comme vous posez la question, quel profil devraient avoir tous les sénateurs? En réalité, c'est ça la réelle question. En tout cas, pas tous les sénateurs, du moins ceux qui seront nommés. Parce que ceux qui peuvent être élus peuvent ne pas avoir le profil qu'on voudrait, mais je pense que c'est pour équilibrer cela qu'on donne la possibilité. C'est pour équilibrer cela qu'on donne la possibilité au président de nommer certains. Très bien. Nous nous occupons du profil de ceux qu'ils peuvent nommer. Très bien. Tout dépend de la conception qu'on donne à la chose. De toutes les façons, si des gens ont été proposés et ont été élus, cela veut dire ils incarnent certains profils et c'est suivant ces profils-là que leurs différents parti les a proposés. Là, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Maintenant, ceux qui vont être choisis par ou alors nommés par le président de la République, c'est évidemment des gens qui sont des hommes d'État. Et quand on parle d'hommes d'État, c'est des gens qui comprennent beaucoup plus les réalités de leurs concitoyens. Et qui portent... Premier critère, ils doivent comprendre les réalités de leurs concitoyens. Bien évidemment. Oui. Dans d'autres termes, on parle des gens qui ont une flair de la communauté. Ils ne sont pas des gens qui tombent des nuits comme ça et qui ne comprennent rien sur la réalité de leurs concitoyens. Il faut qu'il y ait des gens qui aient des expériences politiques. Et j'ai du mal à le dire parce que les gens comprendraient qu'il faut avoir fait une grande carrière en politique pour être sénateur. Mais malheureusement, ça fait partie des critères. Il faut avoir une expérience politique. Bon, c'est vos critères. Bon, en tout cas, selon moi, je trouve qu'il faut avoir une véritable expérience politique. Connaître les réalités des Togolais, avoir une véritable expérience politique, oui. Il faut être animé d'une certaine intégrité et éthique. Bonne intégrité et éthique. Je pense que de telles personnes, déjà, ces 3 critères-là sont tout à fait fondamentaux pour découvrir ce que j'appelais tantôt un homme d'État. Okay. Et cet homme d'État ne vit, ne respire que pour le bien-être de sa population. Alors aujourd'hui, le chef de l'État serait en train de chercher entre les lignes ou alors entre les CV ceux-là qui répondent d'une manière ou d'une autre fondamentalement à ces 4 ou alors à ces 3 critères pour étoffer le nombre des sénateurs et faire en tout cas dans les jours à venir la configuration de ce Sénat que nous sommes en train d'aller vivre dans la 5e République. Alors être sénateur ne devra pas peut-être rester aujourd'hui un nom qu'on porte comme on a porté d'autres noms. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne serait pas en train de vouloir nommer de façon enrageante, comme certains pensent le dire déjà, comme quoi c'est des vieilles de vieux esprits qui vont encore être ramenés, ou alors des gens qui ont éternellement été autour du chef de l'État, c'est eux qu'on va encore ramener. De toutes les façons, je doute fort. Mais si le chef de l'État trouve que ce sont ces anciens-là qui avaient travaillé autour de lui, qui possèdent les qualités nécessaires, selon lui,
d'être nommé. Qui suis-je? Alors, Qualité je voudrais dire... définir, voilà, bien évidemment. Alors, je suis en train de définir certains critères, certaines qualités, mais je retiens ceci, que tout relève de la, comment dirais-je, de la vision et de la mission que le chef de l'État se serait assigné dans cette 5e République. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sionou. Alors, au-delà des critères qu'on peut définir, est-ce qu'il y aura d'autres facteurs qui peuvent influencer ces critères? Je veux parler de facteurs politiques, facteurs géopolitiques, facteurs diplomatiques, facteurs sociaux, je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a d'autres critères qu'on prend souvent en compte et qui font que peut-être on pourra retrouver des gens que peut-être on n'aurait pas imaginé, Samir? Oui. D'abord, moi, je pense que le président de la République actuelle, c'est le patron d'un parti politique. Et quand vous prenez un peu la manière dont UNIR a positionné un certain nombre de personnalités, qu'on pouvait nommer d'ailleurs, les Barry Moussa Barké, les Damadraman, et un certain nombre de poids lourds, véritablement, on sent véritablement dans les lignes que le président de la République ne veut pas se baser sur le caractère politique pour nommer les 20 autres personnalités. Et moi, j'aurais aimé que le président de la République nomme des personnes qui n'ont pas participé à des activités politiques au cours de ces 20 dernières années. Qui n'ont pas participé. Parce qu'en réalité, quand vous prenez la loi organique, que ce sont des gens qui sont l'un de la scène politique. Les personnalités qui ont honoré. Quand on dit honorer, là, c'est pas faire une carrière politique. C'est pas être ministre. C'est avoir fait quelque chose qui a contribué à honorer le pays. Avoir une expérience politique est bien différente d'avoir une carrière politique. Est-ce que je peux finir? De toutes les façons, c'est ce que je voulais revenir à vous, Dieudonné Sionou. Et donc, moi, je dirais, je me mets à la place du président de la République pour dire qu'en réalité, il a à l'idée d'apporter quelque chose de nouveau au niveau du Sénat, parce qu'en réalité les deux tiers ont déjà été élus par les partis politiques, et tous ceux qui ont été élus, c'est des gens qui militent dans les partis politiques. Donc je vois le chef de l'État se départir de ce caractère partisan là, et de pouvoir se fonder sur des compétences factuelles en termes de maîtrise donc du fonctionnement de l'État, en termes de maîtrise de l'administration publique. Parce qu'en réalité, quel est le rôle du Sénat? Le Sénat n'a pas pour habilité de se rapprocher, donc d'être plus proche donc des populations. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée nationale, ça. Parce qu'en réalité, quand vous regardez les activités ou les missions donc du Sénat, le Sénat, qui est la seconde chambre, accompagne ou seconde donc l'Assemblée nationale dans son rôle législatif. Primordialement, le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale. Et le Sénat est là, comme on dit, la chambre des sages. C'est-à-dire que c'est véritablement un organe qui est là pour modérer un peu les choses, pour dire, ah, ici c'est pas bien fait, ici c'est bien fait, retournons, revoyons ceci, revoyons cela. Donc je vois le président de la République compléter donc ce Sénat par des personnalités de bonne moralité, des personnalités qui ne font objet d'aucun débat contradictoire de dire celui-là, est-ce qu'il mérite d'être là-bas ou pas. Non, des personnalités véritablement qui peuvent apporter une plus-value donc à l'animation de la vie publique, mais également au fonctionnement des institutions de la République, notamment le pouvoir législatif, qui est un pouvoir assez important dans la 5e République. Pour vous, donc, il ne faut pas prendre en compte le critère politique, parce que ce ne sera plus important pour la nomination. Firmin Teko Agbo, est-ce que d'autres critères en dehors du profil initialement défini peuvent jouer? Je veux parler des critères politiques. Est-ce qu'il faut dire, par exemple, comme le parti au pouvoir a tel nombre, on va prendre tel nombre dans l'opposition, comme l'ont demandé certains leaders? Est-ce qu'il faut prendre tel nombre dans la société civile? Est-ce qu'il faut prendre ceci? Ou plutôt, il faut carrément aller au-delà de tout ça et choisir juste uniquement par rapport au profil typique qu'on a défini? Oui, les facteurs politiques, est-ce qu'on doit en faire abstraction? C'est là où se pose fondamentalement le problème. Il faut toujours avoir l'idée d'équilibrer, l'idée de justice en réalité. Le sénateur, quand il vient, c'est pour répondre à un problème sur le plan territorial d'abord. Il faut pas que nous nous écartions de cela. Mais si le président de la République veut seulement se baser sur les facteurs politiques, je pense qu'on va juste se mouiller dans la sphère UNIR, parce que quand on a assez de compétences, on a assez de cadres de troisième âge même de UNIR. Mais il faut qu'on laisse un peu
Le président de la République doit laisser un peu de le caractère, ou doit faire abstraction de ce facteur politique-là pour un esprit beaucoup plus républicain, un esprit beaucoup plus représentatif, pour que toutes les collectivités soient représentées au Parlement. Si à l'Assemblée nationale, il y a un certain déséquilibre, vous imaginez peut-être dans certaines circonscriptions, il y a tout pris. Et il y a peut-être encore un Sénat, un sénateur là-bas. Alors qu'on a peut-être besoin d'un sénateur, le président de la République ne peut plus encore se permettre de nommer un sénateur de cette zone qui appartient encore à unir. Donc ça va être un peu redondant. Le président de la République, je pense que c'est une charge très lourde. Il va travailler avec des spécialistes de région pour essayer d'équilibrer les choses. Facteur géopolitique, oui, c'est par rapport aux régions, mais c'est ça, pour moi, j'ai du mal à m'exprimer parce que ça va être un peu difficile si le président de la République même le trouve comme cela, mais c'est lui le patron du pays, il sait ce qu'il faut pour corriger ces inégalités, on sait que UNI est fortement représenté à l'Assemblée nationale, on sait que UNI a déjà 34 sénateurs, donc il faut essayer de corriger, ce n'est pas seulement dans l'opposition qu'il va prendre, non, c'est pas pour faire plaisir à l'opposition, il peut prendre des gens dans l'opposition, mais toujours, quand on te nomme sénateur, tu viens corriger quelque chose. Obligatoirement. À part l'opposition, il peut prendre où? Pardon? Il peut prendre où à part l'opposition? Il peut prendre aussi au niveau de la société civile. Si tu veux que peut-être dans une région, il y a un cadre peut-être qui n'a aucune coloration politique, mais qui peut aider à travailler, qui a peut-être un certain background, et aussi qui peut aider à équilibrer. Dans cette zone-là, mais je pense que... Et qui peut honorer la nation. Oui, peut-être à ce niveau, quand on parle d'honorer la nation, on prendre des anciens militaires. C'est aussi important. Les anciens militaires, qui se sont battus, qui ont défendu le Togo à l'international. Par exemple, au niveau de Darfour à l'époque, au niveau du Mali à l'époque, où il y a des anciens militaires qui sont aujourd'hui à la retraite, qui ont défendu, qui ont honoré le Togo à l'international à un moment donné. On peut les prendre aussi. On peut prendre les footballeurs aussi qui ont honoré le Togo. Bien sûr. On peut les prendre aussi. Des journalistes aussi qui ont honoré le Togo. Bien évidemment. Bien évidemment. On peut prendre tout le monde. C'est un peu... Ça se départit un peu de la politique. Alors que quand on parle de politique, c'est intérêt partisan. Alors ici, le Sénat doit être beaucoup plus républicain. Et quand c'est politique, il y a toujours des inconvénients. Oh là là, ça devient compliqué. À vous tous. Alors, Dieudonné Sewonou, est-ce qu'il y a des facteurs externes qui peuvent influencer, par exemple, le profil initialement que vous avez défini? Non, mais écoutez, je voudrais revenir un peu sur l'aspect politique. En soi, il ne faut pas qu'on cristallise le débat autour du caractère politique dans ce choix. De toutes les façons, quand on parle d'expérience politique, ce n'est pas l'expérience politique en mouvement présidentiel, non. Celui qui fait une expérience politique et il est même dans l'opposition. Moi, je ne peux pas toute l'expérience politique. De toutes les façons, moi, le débat n'est pas à ce niveau. Donc, c'est un des critères de toutes les façons. Il faut que la personne ait une capacité en matière de la maîtrise de la scène politique. En tout cas, ça fait partie des critères. Ce n'est pas le fondamental. Non, donc, je suis souvent, on peut prendre un agriculteur, nous nommer sénateur. Je n'ai jamais dit non, mais ça fait partie également. D'accord? Lorsque vous parlez de l'équilibre, le processus d'équilibrage, comment vous pourrez équilibrer et réorienter quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise? On me parlait tantôt que ce ne sont pas des gens qui soient proches de la population et qui ne sont pas censés forcément partager les réalités de la population. Comment vous pourriez modeler les réalités d'un pays sans maîtriser, sans connaître, sans vivre les réalités des populations de ce pays? Alors là, on peut sortir des gens d'une autre planète pour devenir sénateur au Togo. Ce n'est pas de cela dont on parle. Alors en plus de cela, Guillaume, je disais tantôt, ils vivent au sein de la population, donc forcément ils comprennent les réalités. C'est pas tous ceux qui vivent dans la population, au sein de la population qui comprennent les réalités de la population. Je suis désolé. À ma question. Alors pour vous répondre, je reviens pour dire, il faut avoir une capacité de leadership. Aujourd'hui, en tant que profil d'un sénateur, c'est très important. Est-ce qu'au-delà des profils que vous avez définis, d'autres facteurs peuvent jouer? Les facteurs qui peuvent jouer, l'un de ces facteurs politiques, bien évidemment, il ne faut pas aujourd'hui que des griefs soient formulés à l'encontre du chef de l'État après le choix, et le chef de l'État doit le savoir très bien. Il faut qu'après la nomination de ces sénateurs-là, qu'on puisse questionner le CV de ces sénateurs, le profil de ces sénateurs, et qu'on trouve de la matière. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État se trouve en face de cette réalité. Ceux que j'aurais à nommer, qu'est-ce qu'ils ont eu à apporter à ce pays? Quel profil ils ont véritablement pour étancher la soif de l'existence d'un quelconque Sénat? Et donc, face à cette pression, je pense que le chef de l'État
C'est vrai, hein, nous n'avons pas une pression qui puisse vraiment faire plier le chef de l'État, mais il y a une pression qui ne dit pas son nom. Il faut qu'en réalité, que ces sénateurs qui seront choisis ou alors qui seront nommés répondent à l'exigence d'un Sénat ou alors à l'exigence d'une 5e République tant prônée ou alors que nous avons vanté aux populations comme quoi cette 5e République viendra quand même rétablir l'ordre, faire un certain nombre de choses qui n'avaient pas été de cas par le passé. Mais si ceux qui doivent porter fondamentalement cette 5e République posent un problème, alors là, il y aura de sérieux problèmes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons clore cette émission, mais comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Firmin Teko Agbo. Mon mot de la fin, c'est que nous sommes en train de rentrer pleinement dans la 5e République. Alors moi je demanderais à ce que les choses aillent un peu plus vite pour qu'en réalité on puisse avoir toutes les institutions d'ici le 6 mai. Le 6 mai, parce que l'article 95 de la nouvelle constitution dit simplement que les institutions de la 5e République devront être mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois. Alors 12 mois, ça prend fin quand? Le 5 mai ou le 6 mai. Alors les choses doivent aller un peu plus vite. Alors nous, au niveau du Centre de recherche de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo, nous continuons la sensibilisation sur les valeurs citoyennes et sur la citoyenneté selon les nouvelles institutions de la 5e République. C'est ce projet-là que nous avons lancé le 6 janvier dernier, et dans les jours à venir, nous serons dans beaucoup de localités pour rencontrer les jeunes, les étudiants, les femmes, pour leur expliquer en réalité la citoyenneté contenue, ou les règles de la citoyenneté contenues dans cette 5e République. Et je demande à ce que tout le monde puisse aller lire la constitution de la 5e République. Je pense qu'il y a des articles beaucoup plus intéressants là. Merci beaucoup. Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique, également directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup Guillaume Ross, c'est tout un honneur. Samir Ourossama, vos mots de fin. Mais écoutez Guillaume, vous savez au Togo, le taux de desserte donc en eau potable a bondi à 69% en 2023 contre 47,66% en 2014 selon les données statistiques donc diffusées par le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. C'était en juin 2024. En milieu rural, le taux de désert est passé de 47,7% en 2014 à 74,4% en 2023, tandis qu'en milieu semi-urbain, il est passé de 42,6% à 55,9% sur la même période. En zone urbaine, le taux a progressé de 47,7% à 69%. Mais Guillaume, la question que nous avons aujourd'hui, c'est comment comprendre que malgré tout ceci, à Dapon, comme dans la plupart des localités du pays, y compris à Lomé, l'accès à l'eau potable, une ressource de première nécessité, soit un véritable casse-tête pour la population. Malgré les projets ou programmes mis en œuvre par le gouvernement togolais, malgré l'engagement des organisations non gouvernementales, malgré l'investissement donc des partenaires du Togo, notamment la Banque mondiale, la BOAD, la BAD, que cette denrée soit rare dans notre pays. Je pense qu'il est important que les gouvernants prennent la mesure du possible, que des programmes urgents soient mis en place afin de rénover donc les infrastructures qui sont devenues vétustes, afin de construire davantage les forages pour alimenter notamment la ville de Lomé qui est la capitale, la vitrine de notre pays en eau potable, que nos mamans, que nos soeurs ne traînent pas dans les localités avec les bidons jaunes, avec les bassines et tout cela. L'eau doit être nécessaire. Merci comme l'a dit le beaucoup, président Samir de la Ourossama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Je donne laisser au nouveau mot de fin. Alors merci Guillaume, merci à tous, merci à nos chers internautes. Moi essentiellement je vais m'interroger sur un décret portant expropriation. Je parle du décret 20-19-105/PR du 21 juillet 2019 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un site de la vallée de Zior. Je vais tout simplement me poser certaines questions, histoire de revenir foncièrement sur ce dossier. Depuis 2019, eh bien, certains propriétaires terriens ont été mis en pause sur les activités à mener sur les différents terrains dans la vallée de Zior pour cause d'utilité publique. Et là, nous sommes dans une procédure d'expropriation. Eh bien, l'article 4 dit bien ce qu'il y a lieu de faire
dans ce sens. Mais jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'il est fait essentiellement de ces personnes-là qui ont mis pause sur des différentes activités qui mènent sur ces terrains? Alors, qu'est-ce qui bloque? Quelle est la réelle communication qui se mène à l'égard de ces propriétaires terriens? Je m'interroge tout simplement, mais je le rappelle bien, nous allons revenir sur ce dossier après avoir fait véritablement le contour. Vous êtes Merci, journaliste et Guillaume. directeur général de l'UA Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Donc. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Pierrick Obanikoua, à Richard Amenessou et Florent Ekoué à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.